Alors, pour commencer, et avant de laisser la parole véritablement aux grands résultats, enfin la parole à mes collègues Christophe Lobzanin et Audrey Pujol, je vous propose au préalable de revenir un petit peu sur, enfin, vous donner quelques données de référence sur l'ampleur du changement climatique dans notre région. Autant vous dire, bien sûr, que ce sont des données qui ne sont pas euh, réjouissantes du tout. Voilà, je partage mon diaporama. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est bon. C'est bon, Oui, entendu. et on Entendu. voit Sophie. Alors, voilà pourquoi il ne passe pas. Je suis navrée. Pourquoi il ne passe pas? Voilà. Voilà. C'est bon. Alors, bon, il était évident de commencer cette présentation par, par la canicule, hein, enfin, sans revenir sur l'épisode de canicule que nous avons connu au mois de mai et que nous connaissons actuellement. Enfin, sachant qu'il y a un nouvel épisode caniculaire qui est annoncé pour la période pour dimanche prochain. Une canicule d'une nature exceptionnelle qui aura touché, selon les dernières données de Météo France, l'intégralité de la population française. 91% de la population française a été en vigilance orange, ce qui signifie susceptible de subir un risque de santé important. Et au fil des jours, c'est la moitié de la population qui a été en vigilance rouge, qui pour Météo France est une canicule exceptionnelle et qui est doublée d'un risque de santé majeur. Alors pour information, mais vous le savez peut-être parce qu'on lit tous la presse quotidiennement, c'est que le 23, le 24 et le 25 juin, eh bien, ont été les 3 journées les plus chaudes en France depuis 1947, avec quasiment 500 records absolus locaux battus, et principalement dans l'ouest de la France. J'ai trouvé ces chiffres-là dans la presse: 39,2 degrés à Brest, 41,5 à Rennes, 42,2 à Paris et à Nantes, avec le record absolu dans le département de l'Indre-et-Loire, avec 45,2. Alors, les conséquences, elles ont été nombreuses. Pour certaines, même sans être un expert du changement climatique, sur la santé publique, on pouvait s'en douter. Et puis, il y en a d'autres qui étaient plus inattendues. Je pense par exemple à la surmortalité dans les élevages, dans les élevages de volailles. S'agissant tout d'abord de la première conséquence la plus visible et la plus dramatique, ce sont les conséquences sur la santé publique, avec, on le sait, une forte tension aux urgences, un 30% par exemple de fréquentation en plus dans la région Île-de-France. Selon les chiffres Santé publique France, qui sont, Santé publique France le précise bien, des données non consolidées, provisoires, et Santé publique France l'annonce déjà sous-estimées. Le chiffre qui sort pour l'instant, c'est 1000 décès supplémentaires au mois de juin par rapport au mois précédent, plus 40% de décès à domicile supplémentaires, plus 40% de décès à domicile, toujours selon Santé publique France, et le plan blanc qui a été déclenché dans les établissements de santé en Île-de-France. Hier, notre Premier ministre, Sébastien Lecornu, faisait un point sur les incendies. 7000 déjà départs de feu depuis le début de la saison, 8700 hectares brûlés. Et puis, je le disais en introduction, des conséquences en cascade sur les infrastructures ou en termes d'arrêt d'activité, des trains supprimés, des écoles fermées, des pannes d'électricité, des pannes de réseau, des annulations de manifestations culturelles ou sportives. Et puis, je le disais, des conséquences, enfin, je n'y avais pas pensé, une surmortalité dans les élevages de volailles. Mais pas que. Alors si, vraisemblablement, l'été 2006 va peut-être être dantesque, selon les experts du climat, il se pourrait pour autant que cet été 2006 soit l'été le plus frais du reste de nos vies. Parce que c'est ce que prévoit notamment la trajectoire française de réchauffement pour l'adaptation au changement climatique, la fameuse TRAC, qui prévoit donc une France à plus 2,7 degrés d'ici 2050 et plus 4 degrés d'ici 2100. Alors je reviens un petit peu sur ce graphique. Ce graphique, il est connu par tous ceux qui travaillent sur le changement climatique. C'est le graphique donc de Météo France, l'évolution de la température moyenne annuelle en France de 1976 à l'horizon 2100, qui projette donc les projections de température à l'horizon 2050 et 2100 selon les trajectoires, selon les scénarios d'émission du GIEC, le scénario plus ou moins pessimiste ou plus ou moins optimiste. Dans la partie gauche du graphique, ce qu'on voit tout d'abord,
jour, c'est quand on revient un petit peu en arrière, depuis les années 1980, on voit bien hein, l'élévation continue, progressive de la température ces 30 dernières années. Un fait marquant aussi de ces 30 dernières années, c'est un doublement hein, des événements catastrophes naturelles, en tout cas, qui ont été reconnus comme catastrophes naturelles par le régime d'indemnisation. Ce que l'on sait pour l'avenir, c'est que ces événements extrêmes, ils vont être plus fréquents, on le sait tous, plus fréquents, plus intenses et également plus difficilement prévisibles. Bien. S'agissant de la température, bon ben on voit que selon le scénario d'émission selon la trajectoire d'émission dans laquelle on va être, ben, les projections climatiques sont très variables. La trajectoire de réchauffement, qui est donc le cadre commun, la TRAC, hein, qui est le cadre commun adopté par la France pour l'ensemble de ces actions d'adaptation, eh bien, a retenu ces deux chiffres, les deux chiffres que je vais vous donner en introduction, plus 2,7 degrés d'augmentation prévue pour la France d'ici 2050 et une augmentation de la température moyenne annuelle de l'ordre de 4 degrés pour 2100. Ce que montre également ce graphique, et c'est à la fois c'est un facteur d'optimisme, mais peut-être aussi d'un pessimiste, c'est que selon, on le voit, la trajectoire d'émissions, eh bien, on a des prévisions climatiques très différentes. Ce qui veut dire que, bah, les politiques climatiques menées et selon finalement le degré de volontarisme de l'action publique, on pourrait in fine avoir un avenir plus ou moins vivable. Bien. S'agissant de la Méditerranée, on le sait, la Méditerranée se réchauffe plus vite que la France, qui, je le rappelle, se réchauffe plus vite que le reste de l'Europe. Et s'agissant de la Méditerranée, du littoral méditerranéen, on parle d'un territoire, du territoire méditerranéen qui se réchaufferait 20% plus vite que le reste du territoire français hexagonal. Quelles sont les prévisions pour notre région et concrètement comment ces augmentations de température se manifesteraient dans notre région? Que prévoit Météo France dans notre région à l'horizon 2050? S'agissant de l'été et des températures estivales moyennes, c'est une élévation de plus 2,3 à plus 2,9 degrés qui est anticipée par Météo France. Pour les températures hivernales, on est dans un étiage entre plus 2, plus 3. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas facile de se rendre compte de ce que ça signifie 2,3, 2,9 d'augmentation, température moyenne annuelle. On a du mal à concrètement voir ce que ça signifierait. Bon, ben, concrètement, ça se traduit par un nombre de jours très chauds beaucoup plus élevé, hein, selon Météo France, par rapport à la période de référence 1976-2005. On estimerait, Météo France estime pour notre région un facteur multiplié par 13 pour le nombre de jours très chauds supérieur à 35 degrés. Ce serait 23 nuits tropicales, hein, contre 4 nuits en moyenne sur la période 1976-2005. Donc des nuits tropicales, des nuits qui ne descendraient pas en dessous de 20 degrés, multipliées par 6 pour l'ensemble de la région. On verra dans la prochaine slide que si on regarde de façon plus localisée, hein, dans les villes par exemple, c'est un facteur beaucoup plus élevé. C'est une multiplication par 2 du nombre de jours à risque élevé de feu, 18 jours de jours à risque élevé de feu. Et puis, c'est également un facteur multiplicatif de 1,3 s'agissant du nombre de jours avec des sols secs, 130 jours avec sols secs en moyenne contre une centaine dans la période de référence. Ce que prévoit par exemple Météo France s'agissant des stations qui pourraient continuer à survivre à moyen terme, ce serait une station sur 3. 36% seulement des stations pourraient survivre à moyen terme. Météo France nous propose également cette carte hein, sur son site Climadiag qui est formidable, hein, qui permet de mettre ses projections à l'échelle d'une région, d'un département, d'une commune. Bien, on a sorti cette carte Vivre en Provence, Alpes-Côte d'Azur en 2050 selon la TRAC. Alors, pour la France, en 2050, l'horizon prévu, c'est plus 2,7. Mais vous voyez que dans cette carte, pour certains de nos départements, par exemple les Hautes-Alpes, par exemple les Alpes de Haute-Provence, c'est plus 2,9 qui est anticipé pour 2050. Les Alpes-Maritimes, c'est plus 2,8. À droite, concrètement, ça veut dire quoi, par exemple, pour la station de montagne Les Ors? Pour la station de montagne Les Ors, au mieux, hein, au mieux, c'est 11 jours d'enneigement en moins. On passe à peu près de 162 jours d'enneigement aujourd'hui, enfin dans la période de référence, à 151 jours pour la projection la plus optimiste. Mais pour la projection la plus pessimiste, eh ben, c'est 22 jours qu'on perdrait. Donc c'est quasiment 3 semaines d'enneigement qui disparaîtraient. Hein. Donc c'est une saison largement amputée. S'agissant des nuits chaudes, par exemple à Marseille, eh bien, au mieux, ce serait seulement
30 nuits tropicales en plus, on passerait de 51 à 83, mais on pourrait possiblement atteindre quasiment 97 nuits. Ça veut dire globalement 3 mois d'été, hein, ou 3 mois où les nuits, où on vivrait des nuits tropicales, donc des nuits très difficiles à supporter pour celles et ceux qui n'ont pas la chance de vivre dans un logement correctement isolés ou climatisés. Et on sait qu'ils sont nombreux dans notre région et on sait qu'ils sont particulièrement nombreux dans certaines villes de notre région dans certaines villes de notre région. Et j'en termine avec, par exemple, le jour très chaud à Avignon. Alors, au mieux, il serait multiplié par 3, des jours à 35 degrés qui passeraient 9 jours de plus à 35 degrés. C'était moyenne, hein. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des températures extrêmes sur un nombre de jours plus élevé. Mais au pire, selon Météo France, à l'horizon 2050, ça pourrait être un facteur par 7 du nombre de jours très chauds, hein. On se dit, par exemple, comment le Festival d'Avignon pourrait ne pas subir, pourrait ne pas voir son attractivité fortement diminuer. On imagine mal des touristes étrangers, des Suédois, des Anglais pouvoir supporter 2 semaines avec des températures qui descendraient pas à moins de 35 degrés. Donc voilà un peu ce panorama climatique qui est franchement, qui était dire qu'il n'est pas réjouissant, c'est un euphémisme, qui est très 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 inquiétant. Et je vais laisser la parole à mes collègues, donc Christophe, qui va nous montrer que sur le plan économique, eh bien les perspectives ne sont pas plus optimistes. Christophe, je te laisse la parole. Merci. Donc bonjour à tous. Je vais continuer là-dessus. Alors nous, notre objectif, ça a été d'évaluer, alors de façon chiffrée dans certains cas, ou au moins de l'évoquer dans d'autres dans l'étude, que je vous conseille de lire, les impacts sur les activités économiques, donc plutôt sur les acteurs, les entreprises. Vous verrez plus loin, il y a des impacts plus diffus sur les infrastructures, on en parle dans l'étude, et qui sont tout aussi importants. Alors, les principaux risques. Alors, en ce moment, on a cette illustration, donc ça tombe bien, mais souvent on n'y pensait pas avant. C'est que souvent, quand on parle impact sur les entreprises, on voit les images des inondations dans la vallée de la Roya ou des glissements de terrain qui coupent des routes pour les accès des zones d'activité, donc des événements plutôt ponctuels. Mais le principal risque économique à moyen terme, c'est-à-dire ça commence déjà dès cette année, hein, c'est l'impact de la chaleur sur la productivité et la santé des travailleurs. Alors globalement, ça a été chiffré par différentes études, mais l'ordre de grandeur, c'est que dès qu'on dépasse 26 degrés, dans l'idée, on perd au début 1% de productivité par degré, et à 35 degrés, en gros, on a perdu la moitié de la productivité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est par exemple pour un agriculteur qui est en extérieur, donc qui est fortement impacté, un agriculteur, toutes les heures, il perd 30 minutes de travail. Dans le BTP, un ouvrier sur un chantier extérieur, toutes les heures, il perd une demi-heure de travail. Donc on a vraiment un impact très fort. Euh, Comme vous l'a dit en fait tout à l'heure Sophie, il y a eu des chiffrages. Alors, ça a été estimé au niveau européen et par pays. Une vague de chaleur comme on l'a connue, on considère que c'est 0,3% de PIB. C'est beaucoup quand on pense que la France a du mal, enfin depuis quelques années, à aussi autour de 1, entre 0,8 et 1,2% de croissance. Donc c'est pas anecdotique, c'est important et ça va s'amplifier. Pour la région sud, il y a des estimations, on estime, alors c'est une large fourchette, hein, que la perte de productivité à l'horizon 2080-2100 serait de l'ordre à 3 à 8%. Donc globalement, c'est une dizaine d'années de croissance qui seront effacées. Donc 10% de croissance au final si on lisse pour notre activité économique. C'est un risque aussi professionnel majeur. Il y a des métiers, alors il pourrait en avoir d'autres, en gros il y a 23 métiers qui ont été identifiés au niveau national comme très exposés aux températures élevées, des métiers thermosensibles. Alors pour une bonne partie c'est les métiers, on va dire, extérieurs, donc on a les agriculteurs, on a pour les collectivités locales tous les gens qui travaillent sur les espaces verts, les déchets, bref tous ceux qui sont sur la voie publique ou dans les campagnes. Il y a également tous ceux qui travaillent dans des milieux non climatisés ou avec des process chauds. Donc on va penser aux aciéries, à la chimie, dans certains cas la logistique, ou plus proche de nous, dans les cuisines des restaurants. Et au final, c'est un chiffre qui est sûrement minoré, mais on chiffre à 400 000 emplois ces métiers, on va dire, soumis à des risques professionnels importants. Qu'est-ce que ça veut dire? On verra plus tard. C'est 400 000 emplois qu'il va falloir déjà adapter si on ne veut pas perdre de la productivité. Tu veux passer à la page suivante? Donc ces 400 000 emplois thermosensibles, ils sont répartis
principalement dans certains secteurs. Ça touche pour l'essentiel 82% de l'agriculture et la sylviculture des emplois. Donc en fait, ça comprend, hein, c'est quand même très à l'extérieur, même si maintenant il commence à avoir des adaptations lourdes, hein. On commence à avoir des tracteurs climatisés, on commence à voir sortir aussi des vêtements techniques climatisés avec des. Donc quand on pense qu'on commence à mettre en place des systèmes qui étaient réservés à l'action dans les milieux extrêmes juste pour aller planter en gros des salades, ça peut déjà interroger. C'est une part importante des métiers du BTP, 72%, sachant que le BTP est un secteur qui peut-être s'adapte le plus rapidement ou du moins en prend conscience, c'est-à-dire que depuis je crois que ça va faire 2 ans maintenant. Il y a une espèce de ce qu'ils avaient avant, c'est-à-dire que l'hiver, ils pouvaient mettre en chômage technique s'il faisait trop froid parce que le béton ne pouvait pas prendre. Maintenant, il y a l'équivalent l'été parce que les gens peuvent plus travailler. Donc, ils ont déjà commencé à adapter leur fonctionnement avec des horaires décalés, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment un des secteurs majeurs aussi en front et ça représente surtout le plus gros potentiel d'emploi menacé sur notre région, c'est 100 000 emplois. Dans l'étude, vous retrouverez un détail par département et par territoire, parce que tous les départements ne sont pas à la même enseigne sur ce risque-là. L'arrière-pays varois, par exemple, qui peut être très vite très chaud, ou même l'arrière-pays des Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire Aix, Avignon, enfin, c'est pas un arrière-pays, sinon je vais me faire engueuler. Mais tout ce qui est loin de la mer, après, ça peut monter très vite. Tout ce qui est industrie extractive, pareil, c'est beaucoup en extérieur. Donc là, c'est très peu d'emplois, donc c'est moins important. Mais il faut penser que c'est un maillage important dans la chaîne économique, hein. C'est-à-dire que si on n'a plus de granulats, on fait plus de béton. Si on n'a plus de béton, il n'y a plus de BTP, et puis on a des problématiques en cascade. 50% dans l'agroalimentaire et les boissons. Donc c'est d'un côté toutes les industries agroalimentaires, parce qu'il faut penser qu'une industrie agroalimentaire, essentiellement, elle manipule du chaud et du froid. Elle cuit, elle refroidit. Donc thermodynamique, ça crée la chaleur au bout, donc c'est souvent des environnements très chauds. Plus on rajoute là-dedans, dans l'agroalimentaire, tout ce qui est autour de la restauration. Après, il y a tous les métiers à fort process, un process avec de fortes chaleurs, donc coquéfaction, raffinage et à côté l'industrie chimique, qui représente aussi des emplois assez notables. Alors, comme il n'y a plus beaucoup de raffinage sur le territoire, enfin, il n'y a plus que quelques acteurs, ça fait pas beaucoup d'emplois, mais c'est quand même des activités stratégiques. Et si on devait arrêter une raffinerie pour diverses raisons, ça serait quand même un impact économique indirect assez important. On a également des volumes significatifs dans l'administration. On n'y pense jamais, mais les pompiers, vous les avez vus, ils sont en plus avec leurs vêtements anti-feu très lourds. On a tout ce qui est jardinier, entretien des réseaux. Donc la fonction publique aura un impact très important parce qu'on n'y pense pas, mais il y a quand même beaucoup d'emplois euh, externes. Et enfin, l'hébergement et l'action médico-sociale. On l'a vu, c'est un grand débat ces derniers jours. Très peu d'hôpitaux sont climatisés. L'aide au service à la personne, c'est souvent des personnes qui doivent se déplacer, donc sortir, qui vont dans des milieux qui sont faiblement climatisés. La France est globalement faiblement climatisée par rapport à d'autres pays, hein. Donc il y aura aussi une problématique là-dessus. Donc l'idée, c'est qu'on a estimé à 400 000 pour le moment, c'est un ordre de grandeur, les métiers qui devront d'une façon ou d'une autre être adaptés, alors que ça soit par les technologies, soit par les horaires de travail, soit par une modification des process. Donc ça aura un coût. Page suivante. Un autre impact, alors plus localisé, mais avec des effets en cascade, c'est la sécheresse. 20-25 jours de sol sec de plus par an, comme l'a indiqué Sophie, c'est déjà, est-ce qu'on va garder les mêmes cultures? Est-ce qu'on va faire du sorgho, par exemple? Ça va être un changement, même qualitatif, hein, dans les produits. C'est peut-être que dans 30 ans, le vin varois, ça sera plus du Sidi Ibrahim, donc un vin très chargé d'alcool, euh, et que globalement, les vignobles remonteront la vallée de la Durance. Il y aura des adaptations de ce type. Mais un déficit hydrique, c'est surtout des rendements en chute libre. Donc une destruction de culture, ce qui veut dire une montée de certains prix agricoles, ce qui aura un impact après sur d'autres secteurs de l'agroalimentaire en cascade. Les forêts, c'est un vrai sujet. Une forêt de peuplement, un arbre, ça met 20 à 30 ans à pousser. Et ils n'ont pas des petits pieds pour se déplacer quand il fait chaud. Donc globalement, on s'attend à des très fortes mortalités. Et le problème, c'est pour remplacer, ça sera globalement impossible. Donc on verra, on risque de voir les forêts dépérir dans certaines zones et l'adaptation sera très compliquée. Et surtout, comme l'a dit Sophie, les événements exceptionnels le seront de moins en moins. Donc la sécheresse qu'on avait eue en 2022, pour le moment cet été on verra ce qu'on a, ça va devenir un événement récurrent qu'il faudra adapter. Alors on parle, il y a certaines adaptations qui sont possibles, hein, dans l'agriculture. On commence à faire de l'irrigation enterrée, c'est-à-dire le but c'est de plus asperger avec les grands jets d'eau, c'est on enterre les tuyaux
vraiment dans les racines. Et ça permet de faire des économies importantes. Mais au final, il y a très peu de surfaces qui sont irriguées, hein. C'est une minorité en fait sur le territoire régional. Page suivante. Un autre impact, c'est l'hydroélectricité. Alors, notre région est électrodépendante, c'est-à-dire qu'on ne produit qu'à peu près la moitié de l'énergie qu'on consomme. Le reste arrive d'ailleurs, donc c'est une des raisons du projet de construction de la ligne 400 000 volts pour alimenter chez nous les temps de Berre. Et globalement, sur la production locale, il y a du solaire. Alors, le solaire, la problématique, c'est que c'est une production, on va dire, très centré sur la cloche solaire, c'est-à-dire entre 10 heures et 16 heures. Donc c'est très ponctuel. Et surtout, on a pas mal d'hydroélectricité le long de la Durance. Quand il y a eu la sécheresse de 2020, bah, en gros, on a perdu 20% de production électrique. Donc il y a des problématiques derrière de risque de blackout, d'alimentation, de choix de qu'est-ce qu'on alimente. Est-ce qu'on alimente les data centers? Est-ce qu'on alimente les usines, les industries, les habitations? Et surtout, comme on va commencer à électrifier l'économie, il va falloir y penser. Il y a aussi sur l'aspect des conflits d'usage autour de l'eau. Alors principalement, il y a l'agriculture, l'agroalimentaire, le tourisme, l'énergie. Alors l'énergie, c'est un cas à part. Ils ne consomment pas l'eau, ils la capturent et ils la rejettent. Ils s'en servent comme médium de stockage ou ils la réchauffent quand c'est du nucléaire. Mais globalement, il va y avoir des choix à faire. C'est s'il y a des restrictions d'eau dans certaines zones, parce que ce ne sera pas global, hein. Ça sera très ponctuel, c'est très territorialisé comme impact, hein. Mais en gros, à qui va l'eau? Donc il y aura des conflits d'usage et donc des questions à se prendre. Tu peux passer, ouais. Alors des risques plus ponctuels, plus incertains, qui pour le moment étaient plus ou moins maîtrisés. Alors pas pour tous, hein. Les incendies, globalement, on a chiffré, il y en a 180 000 établissements à moins de 200 mètres d'une forêt. Donc, et le risque va doubler depuis 2050. Donc ça veut dire que la saison des feux va durer, avant elle durait globalement du 15 juillet au 15 août, maintenant elle va durer du 15 juin au 15 septembre. Donc on a une augmentation des surfaces brûlées. Et encore en France, après les grands incendies dans les années 90, on a déployé, on va dire, un système d'alerte, un système de lutte relativement performant. Mais si en gros le risque double, ça veut dire qu'il faut mettre 2 fois plus de moyens quelque part. Il faut racheter des Canadair, bon, il y en a qui sont en commande. Donc il y a une vraie question de est-ce qu'on arrivera à maintenir en gros le système actuel, qui est globalement performant, hein, de maîtrise des feux. Alors, en termes d'emploi, c'est 180 000 établissements, c'est 300 000 emplois dans les zones à risque incendie. Alors, c'est un risque un peu différent de la chaleur. Autant on sait que la chaleur, ça touchera quasiment tous les 400 000 emplois, autant on n'aura pas tout qui brûle en même temps, hein. Mais ça donne quand même une idée du risque qu'il y a derrière. Et surtout, il y aura des coûts pour les entreprises, parce que ça veut dire qu'il y aura des obligations de débroussaillage, il y aura des obligations de sécurisation, les jours d'incendie, bon, du blocage d'activité, mais à la rigueur, ça sera un peu secondaire. Un deuxième risque très localisé, c'est tout ce qui est autour des inondations et la submersion. Alors, la submersion, en gros, c'est la montée des eaux plus les effets tempête. Alors, la Camargue, qui est peut-être le territoire le plus menacé, et on a aussi un littoral globalement densément peuplé avec des zones économiques actives vraiment en front de mer. Donc, chez nous, par exemple à Marseille, le GPMM pense à ça. On pourra avoir discuté avec eux. Il va falloir peut-être rehausser des digues, rehausser la protection pour les vagues, parce que si en gros les événements sont plus forts amplitude, il faut protéger en gros les quais. Donc ça a un coût non négligeable. Après, il y a aussi la montée des eaux tout court, c'est un tiers de la Camargue pourrait disparaître assez rapidement sous les eaux, avec des impacts sur les activités locales de production ou touristiques. Donc il y a l'aspect Marseille-Folle. En gros, la ligne vraiment la plus menacée, c'est, on va dire, c'est Camargue jusqu'à Marseille. Après, on a une petite chance en PACA, c'est qu'on a un littoral qui monte très vite, c'est-à-dire il est très vite rocheux avec une forte montée, mais il y a quand même des infrastructures. Là, je pense à l'aéroport de Nice, qui est globalement au ras de l'eau. Il y a quand même des infrastructures un peu sensibles ou critiques qu'il faudra peut-être adapter, ou des choses qu'on ne pense pas. Tout le réseau d'adduction d'eau est construit pour rejeter à la fin une fois traité à la mer, mais globalement, si la mer monte, on peut avoir des problèmes de pente. Enfin, il y a des choses comme ça. Pour l'inondation, on a chiffré à 300 000 emplois dans les zones à risque d'inondation, avec un risque moyen, donc c'est-à-dire en gros, c'est des événements tous les 20 à 30 ans. Beaucoup de zones d'activité sont dans ce cas. Donc on a des cas sur Nice, en particulier. Nous, sur Marseille, ça va se concentrer autour de Gémenos, des Palus. Des entreprises s'adaptent. Par exemple, il y a eu un gros investissement chez nous de Sartorius Tedim. Ils ont construit une nouvelle chaîne d'activité, ils ont mis leur nouvelle infrastructure sur pilotis, ils l'ont rendue transparente aux inondations. Ça leur a coûté 20 à 30% plus cher peut-être.
Et pour les zones à subversion, c'est un peu plus faible parce que c'est vraiment sur le front de mer, c'est à peu près 30 000 emplois. La suivante. Alors, plus globalement, on a différents vecteurs par lesquels le climat impacte l'économie. On a les risques aigus, c'est-à-dire très ponctuels, c'est parce qu'on a actuellement les canicules, les inondations, les incendies, tempêtes. Ça touche globalement tout le monde. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a une tempête, que vous soyez dans l'agroalimentaire ou dans l'informatique, si votre lieu de travail est détruit ou endommagé, vous aurez le même problématique. Il y a des risques plus chroniques, c'est-à-dire le stress hydrique, on en a parlé pour l'agriculture. Là, aux des températures moyennes, le recul de l'enneigement, où là, ça va avoir des effets un peu différenciés, ponctuels. On a aussi des aspects réglementaires. C'est qu'en gros, il y a des normes qui se mettent en place, qui auront des coûts pour les entreprises, des normes carbone. Ça ne sera pas neutre dans le futur. On a aussi une transition de marché. L'énergie sera peut-être plus chère, certaines matières premières plus rares vont augmenter. Par exemple, en ce moment, là, les champs de salade sont dévastés, les salades seront plus chères. On a aussi, je vous en parle un peu plus loin, l'évolution de la demande, en particulier dans le tourisme, mais ma collègue vous en parlera un peu plus. Est-ce que les gens voudront aller à Avignon un 15 août? Je suis pas sûr. Et aussi une transition sur l'aspect financier. C'est qu'il y a des endroits où il y a des hausses de primes d'assurance. Parce qu'un des principes de l'assurance, c'est qu'il faut qu'un événement soit aléatoire et non certain. Et là, on commence à entrer dans un monde où certains événements deviennent certains et sûrs. Donc c'est plus assurable. Donc il y a déjà certaines entreprises qui ne peuvent plus s'assurer pour certains risques parce que on sait que ça va arriver. Donc ça a un coût. Alors soit en termes de primes quand l'assureur veut bien encore assurer, soit s'il y a vraiment la catastrophe qui arrive, l'entreprise est toute seule devant son risque. Page suivante. Alors rapidement, l'agriculture, sylviculture, je vous en ai rapidement parlé. Risque aigu, donc c'est les sécheresses comme on en a maintenant, c'est les catastrophes, les nuages de grêle. Il y a aussi un risque chronique, hein. On sait que la disponibilité en eau va globalement baisser. Construction BTP, j'en ai déjà parlé. Tourisme hôtellerie, très rapidement, parce que Audrey vous en parlera un peu mieux. Il y a une problématique sur tout ce qui est les décalages saisonniers, des étés plus chauds, des hivers plus réduits. Quand Sophie vous disait il y aura 20 jours de moins d'enneigement sur les ors, ça veut dire qu'on perd un mois quelque part d'activité touristique. Et encore, c'est une moyenne. Ça sera plutôt certaines années on en aura, mais une année où on n'aura pas, on aura 2 ou 3 mois de moins. Donc ça va être plutôt un phénomène de ce type, c'est-à-dire il y aura une bonne année sur trois, une année médiocre et une année où on ne pourra pas faire grand-chose. Il y aura aussi donc une révision des modèles économiques sous-jacents. Pour le transport et logistique, il y a bien sûr l'aspect aigu, c'est-à-dire une catastrophe peut couper des routes, peut impacter des flux de marchandises, hein. Rappelons qu'on est très dépendant des flux de marchandises. Tout ce que vous avez autour de vous est passé par un camion ou un jour ou l'autre. Avec le zéro stock, les flux sont globalement tendus. Il y a aussi une vulnérabilité des infrastructures, une anecdote. Hein. Si vous ne savez pas, si vous avez des vieux ponts près de chez vous, des ponts un peu anciens, en fait, ils ont l'air en pierre, mais en sous-jacent sous les pylônes, vous avez des pylônes de bois qui vont pour ancrer la pile. Et avec la baisse des eaux, maintenant, dans certains cas, ces pylônes en bois se retrouvent hors d'eau. Et c'est l'eau qui les empêchait de pourrir. Donc, globalement, ça fragilise les infrastructures. Donc, il va y avoir des coûts de ce type d'adaptation, parce que globalement, on a des infrastructures qui ont été pensées dans les années 60-70 pour l'essentiel, mais qui ont été pensées pour une certaine plage de température. On a une hausse des coûts d'assurance pour la logistique et le transport, ça je vous en ai parlé. Page suivante. Agroalimentaire et restauration, alors là c'est plus un impact indirect ou différé, c'est-à-dire l'agroalimentaire, il y a un peu un impact direct via certains métiers, donc tous ceux qui travaillent au chaud, ça je l'ai déjà parlé, mais il y a aussi le fait, globalement là j'ai vu des chiffres de fréquentation pour la restauration qui sont effondrés avec les canicules parce que les gens ils veulent pas sortir, hein. Ils restent chez eux. La fréquentation les transports en commun, je crois que j'ai vu des chiffres pour la métropole sont à moins 20 ou moins 30% de certains jours. Donc c'est un impact, on va dire, direct sur leur marché. Et après, il y a certains produits qui deviennent plus chers. Donc on sait qu'on aura une hausse des prix sur les maraîchers, sur certains produits, parce qu'en gros, les productions ont été dévastées. Donc une volatilité des prix en matière première agricole et il va falloir se réadapter en chaîne d'approvisionnement, peut-être plus local, mais qu'il va falloir aussi gérer. Chimie et raffinage, qui a un risque un peu chronique sur l'aspect process, donc c'est souvent des process à assez chaleur. Il y a un risque réglementaire, donc ils sont vraiment en front sur toute la problématique de décarbonation, et avec les régimes aussi CPE, les quotas carbone, un coût de l'énergie qui va de plus en plus fluctuer.
Alors, c'est pas totalement lié au réchauffement climatique, il y a d'autres problématiques liées au pétrole. Après, tout ce qui est matériaux et métallurgie, c'est à peu près le même principe que la chimie. Il fait chaud, il y a une compétitivité aussi par rapport à la décarbonation. Ça demande beaucoup. C'est très énergivore. Par exemple, la Chine, globalement, ne se pose pas de question, hein. Ils produisent probablement leur électricité avec du carbone. Donc nous, si on veut décarboner, ça fait qu'on fait un acier 30% plus cher, pour faire simple. Donc il y a une vraie question qui serait plus là au niveau européen de protection. Sanitaire et services et particuliers, j'ai déjà évoqué. Tension sur les capacités hospitalières en canicule. En ce moment, c'est souvent avec un effet différé, hein. C'est pas au début de la canicule, c'est maintenant que les organismes sont fragilisés, qu'on va dire, ils commencent à avoir un pic. À la PHM, par exemple, j'ai eu des infos là-dessus. Des nouveaux besoins liés aux pathologies climato-sensibles, c'est-à-dire que il y a des choses qui augmentent, c'est-à-dire que vous aurez plus d'asthme parce qu'en fait, quand il y a plus de soleil, vous avez plus d'ozone qui est produit, c'est physique. Quand vous avez plus d'ozone, vous êtes plus sensible aux allergies, donc vous avez plus de crises d'asthme. Et in fine, les trois risques, on veut dire sanitaires, c'est cardiovasculaire, parce que quand il fait chaud, le cœur a plus de mal à pomper. C'est respiratoire par la dégradation de la qualité de l'air. Et après, il y a le stress hydrique, en particulier pour les personnes âgées. Mais tout ça pose une tension sur le système de soins. Et après, il y a les nouveaux vecteurs. Alors pour le moment, on n'est pas, c'est plus un risque latent avec l'émergence de maladies tropicales, les moustiques triginco, et l'adaptation des métiers. Et l'administration publique, donc il va falloir mettre en œuvre les politiques d'adaptation, hein, le PNAC sur le territoire. Donc sur un coût, il y aura donc des arbitrages budgétaires entre adaptation versus d'autres priorités, sachant que l'adaptation, quelque part, c'est de l'investissement. Le but, c'est même pas un investissement pour produire plus, pour avoir plus, hein. C'est un investissement défensif. C'est qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut maintenir, qu'est-ce qu'on veut quelque part, enfin en gros le socle minimum de services qu'on voudrait faire. Donc je pense qu'il y aura des vrais choix budgétaires, des vrais choix politiques là-dessus. Exposition des travailleurs dans l'administration publique, alors plus pour les collectivités locales, je vous ai dit, surtout les métiers externes, et les infrastructures. Donc il va falloir adapter certaines infrastructures qui vont souffrir. Très rapidement, pour vous donner un exemple qui va tous vous toucher. Rentrez chez vous ce soir et si vous y avez accès à votre frigo, regardez l'étiquette et vous allez voir sa classe climatique. Normalement, vous devez avoir du SN ou N, ça veut dire subnormal ou normal. Donc, vous avez des frigos adaptés à un climat européen il y a 15 ans, c'est-à-dire en gros qui fonctionnent optimalement entre 11 et 32 degrés. Ben, ça va commencer à toucher les particuliers. Peut-être que votre prochain frigo, vous allez acheter un tropicalisé, donc c'est la classe au-dessus, c'est un T, qui va jusqu'à 43 degrés, mais vous avez le même problème dans les entreprises, vous avez même le problème dans les restaurants. Tout a été dimensionné pour un certain fonctionnement. Les transfos EDF, les transfos de la SNCF, les rails. Donc il va y avoir des coûts assez importants là-dessus. La suivante. Christophe, je te rappelle. Oui, j'accélère. Enfin, Donc, je te rappelle, voilà, je t'enjoins à peut-être désolé. aller un tout petit peu plus vite. Mais non, c'est très intéressant. Alors, je Il faut disais laisser la plutôt, parole à Audrey. Merci. désolé. Là, en gros, ça résume, donc je vais aller vite. Donc, il y a des risques opérationnels pour les entreprises, baisse de productivité, dommages. Il va falloir qu'ils adaptent leurs procédés. Des risques RH et social, absentéisme, arrêt de travail, santé, sécurité au travail, adaptation à la réglementation, des risques financiers via les assurances, via les coûts d'adaptation. Rappelons-le qu'ils seront des coûts qui ne généreront pas de chiffre d'affaires, hein. C'est juste pour maintenir un chiffre d'affaires. Et stratégiques sur les modèles économiques, le positionnement de la filière, l'adaptation à la réglementation, redéfinir ses chaînes d'approvisionnement. Désolé, j'étais un peu... Merci, Christophe. Et avec Audrey, on va investiguer la problématique du tourisme. Oui, bonjour à tous. Alors excusez-moi, je pense que j'ai un petit problème de caméra, donc je vais la couper pour éviter de perturber la présentation. Merci Sophie, merci Christophe. Alors pour donner suite un petit peu à tout ce qui a été dit et le focus donc sur la plupart des activités économiques en région, dans le cadre de l'étude, on a pu également faire un zoom sur l'impact sur l'activité touristique. Alors peut-être avant d'aborder tous ensemble les vulnérabilités auxquelles la filière fait face, on va peut-être redonner quelques éléments de cadrage quant à ce que représente en fait économiquement le tourisme à l'échelle régionale. Avec, vous avez sous les yeux donc trois grands indicateurs. Donc le premier, c'est que en région sud, selon l'approche que l'on utilise pour comptabiliser le nombre d'emplois, on estime à entre 124 000 et 162 000 le nombre de personnes qui travaillent directement avec la filière, avec bien évidemment un pic autour de 170 000 recensés en août, donc en pleine haute saison
estivale. Économiquement, donc pour donner un chiffre, le tourisme représente 17 milliards de chiffre d'affaires. Et ça représente en termes de séjours 36 millions de séjours par an, avec une durée moyenne avoisinant les 9 jours. Le tourisme en région qu'on peut qualifier d'à la fois très concentré, mais également assez dépendant. Alors, je m'explique. Concentré géographiquement, parce qu'effectivement, on a quand même plus de 8 emplois sur 10 qui sont de la filière qui sont concentrés sur les 3 départements du sud de la région, donc les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Var. Et on a également, donc pour illustrer cette concentration, près de 30% des communes de la région qui voient leur population doubler en haute saison, mais j'y reviendrai un petit peu plus en détail avec la slide suivante. Et également donc une forte dépendance économique locale. Alors quand on parle de dépendance économique locale, on entend par là en fait la part d'emplois salariés qui sont reliés aux activités touristiques. Et sur des territoires de montagne, on peut monter jusqu'à des pourcentages proches des 70-77%, notamment sur des stations de montagne. La filière montagne, qui en l'occurrence en région sud, représente 24 000 emplois et un petit peu plus de 3 milliards d'euros. Alors je pense que c'est de CA et des chiffres qui sont comparables donc à ceux de l'aéronautique en région. On peut passer, merci, en slide suivante. Alors dans la continuité de ce que je viens de dire, vous avez sous les yeux donc 2 cartes qui illustre donc à la fois ce côté dépendance de la filière vis-à-vis de la filière touristique, mais également la pression que celle-ci peut exercer sur les territoires. Donc sur la carte de gauche, vous avez en fait la part représentative mesure enfin, la mesure commune par commune de la part de l'emploi qui et les emplois de touristique, pardon, la part qu'ils représentent dans l'emploi total. Donc effectivement, comment ça se lit? C'est plus en fait la commune va être foncée, plus vous allez avoir un pourcentage représentatif des emplois touristiques qui va être importante. Donc je le mentionnais en slide précédente, vous avez certaines communes où ça va être plus de 3/4 des emplois qui vont être reliés à la filière. Et pour donner des exemples, on peut citer des villes comme les Ors ou Orsières. Alors effectivement, ici, ce qu'on constate, c'est que globalement, donc la dépendance est plus élevée dans les territoires alpins, mais également aussi du côté de la Camargue et un peu dans le Luberon également, c'est d'autant plus prononcé. Donc c'est vraiment une carte qui illustre le côté vulnérabilité dans le sens où dans l'éventualité où vous auriez un choc sur le tourisme, notamment choc économique, consécutivement, pourquoi pas, à l'impact du changement climatique, vous avez certaines communes qui seraient, de fait de cette dépendance, d'autant plus exposées. Et pour illustrer le côté intensité, donc pression exercée par les activités touristiques, vous avez sur la carte de droite, par commune, le taux de fonction touristique. Alors, qu'est-ce que c'est le taux de fonction touristique? C'est le rapport entre la capacité d'accueil touristique d'une commune, donc le nombre de lits dont elle dispose globalement. Alors, entre autres, hein, j'entre pas dans les détails pour gagner un petit peu de temps, et le nombre donc de capacités d'accueil touristique rapportées à la population locale, ce qui fait qu'effectivement, quand vous avez 100 places touristiques pour 100 habitants, ça signifie qu'en période de haute saison touristique, vous avez potentiellement votre population locale qui peut doubler. On a ramené à 100 habitants pour pouvoir exercer cette comparaison intercommunale. Et là encore, on constate quand même que ce sont principalement les territoires alpins qui sont exposés à cette pression touristique. Pression qui forcément amène une conséquence à la fois sur les ressources et sur les infrastructures, du fait aussi du manque d'adaptation et du manque d'anticipation vis-à-vis de la récurrence et de l'augmentation des effets climatiques. On peut passer en slide suivante. Alors, pour entrer plus dans les détails sur les vulnérabilités auxquelles fait face la filière, dans le cadre de l'étude, on a abordé donc cet impact du changement climatique au travers de 4 différents types de tourisme qui sont ceux qu'on pratique en région. Donc, le premier, c'est le tourisme balnéaire, donc situé sur la Côte d'Azur, donc les littoraux varois et maralpins, où là, le principal risque auquel vont faire face les populations
touristique à l'avenir vont être les risques liés aux canicules, donc à l'augmentation des températures. Également le risque d'élévation de la mer. Donc il est anticipé que d'ici 2050, la Méditerranée augmente de 25 cm. Alors ici, peut-être nuancé sur le fait que la plupart des grandes plages ne seront pas impactées, au contraire des plus petites plages, donc celles mesurant moins de 10 mètres sans possibilité de retrait, seront celles qui seront d'autant plus vulnérables face à ce risque d'élévation du niveau de la mer, localisées principalement du côté de la Camargue sans doute et de la presqu'île de Gien. D'après une étude aussi du CEREMA, suite à ce retrait du trait de côte, on aurait d'ici 2050 5 campings et 26 hôtels qui seraient touchés et on passerait à 26 campings et 114 hôtels d'ici 2100. Et ne pas négliger aussi les risques liés à une très forte urbanisation, en mentionnant peut-être l'imperméabilisation et le taux d'imperméabilisation qui est supérieur à 45% pour des villes comme Nice, Cannes et Antibes, donc situées dans les Alpes-Maritimes. Donc ça signifie que 45% de la surface du territoire communal est recouverte en fait par des matériaux imperméables, ce qui fait que lorsque vous avez de fortes intensités de pluie, vous avez des ruissellements et donc des impacts matériels importants qui peuvent se produire, ce qui a pu avoir lieu consécutivement à des phénomènes de gouttes froides, notamment l'an passé. En Audrey, montagne, oui, Audrey, j'accélère. pardonne-moi. Oui, je suis navrée. Ok, Je non, suis... il n'y a pas de souci. Bon, sur la montagne, effectivement, le premier risque, forcément, c'est la baisse de l'enneigement, qui depuis 1980 s'observe d'année en année. À ce jour, on a quand même 11 stations qui sont classées comme très vulnérables, donc dont l'altitude ne dépasse pas 1800 mètres et qui sont donc d'autant plus exposées face à ce changement climatique, avec des fermetures déjà engagées. Sur la nature et le rural, donc la pratique du tourisme dans les PNR. Là, ce sont les épisodes de canicule, d'augmentation de température qui sont également très importants. La sécheresse, les incendies, avec des fermetures de massifs qui sont déjà de 22 jours par an dans les Bouches-du-Rhône, qui pourraient passer à 41 dans les années à venir. Des impacts également sur les pratiques, sur la pratique des sports de plein air, de la baignade. Et en milieu urbain, alors Sophie et Christophe l'ont mentionné, le phénomène de forte chaleur ressentie, l'impact sur certains événements. Le festival d'Avignon commence demain. L'Ironman de Nice a par exemple été annulé la semaine dernière par arrêté préfectoral suite à l'épisode de canicule. Et Christophe en parlait, les risques sanitaires qui sont aussi à ne pas négliger, compte tenu aussi du vieillissement attendu de la population et donc de la population touristique à l'avenir qui sera d'autant plus vulnérable face à cette chaleur. On peut passer. Alors l'eau également, qui est un sujet, on va dire, central et qui est au cœur donc d'un conflit d'usage entre tourisme, agriculture et industrie. Donc en région, quand même, chaque année, c'est quand même 650 000, c'est comme si vous aviez une ville de 650 000 habitants qui apparaissait sur le territoire en plus consécutivement au passage des touristes, en sachant quand même qu'un touriste consomme 2 tiers d'eau supplémentaire par rapport à un résident, tout ça de manière plus ou moins directe, donc la consommation de la clim, les espaces verts, les piscines, etc. Et avec forcément des pics en été, là où les précipitations sont les plus faibles. Et où vous voyez par exemple des restrictions d'eau potable qui forcément s'engagent pour essayer de préserver cette ressource en eau qui est quand même on ne peut plus vitale. Hop, et peut-être pour la dernière slide, pour essayer de conclure rapidement sur une Merci, note un Audrey. peu plus positive, Positive, parce que ouais. c'est vrai qu'on a quand même abordé pas mal Ah, c'est déprimant, oui. d'événements, voilà, un peu déprimants. Suite donc aux consultations qu'on a pu mener dans le cadre de l'étude, récolter des données plus qualitatives, présenter et aborder avec vous quelques registres d'actions publiques envisageables pour essayer de s'adapter et faire face. Donc l'incitation, ça peut être des incitations financières par exemple, donc encourager sans contraindre, euh, peut-être promouvoir des équipements économes, promouvoir les mobilités douces quand c'est possible, une gestion raisonnée des ressources, aménager, donc réaménager, repenser l'aménagement urbain, l'aménagement des espaces, créer des parkings payants éloignés pour essayer
de gérer les flux et si je puis dire, limiter l'accès à certains espaces, qui m'amène à l'exemple des quotas avec la régulation. Les calanques de Sugiton sont un exemple. On essaye de limiter le nombre de personnes qui se présentent sur certains sites pour en préserver l'aspect naturel aussi, on ne peut plus important. Limiter les pratiques actuelles un peu déraisonnables, les quads, les jet skis, limiter aussi, réguler le nombre de locations saisonnières dans certaines villes, en lien peut-être avec des problématiques de logement aussi, et peut-être la sensibilisation, qui est l'un des axes à ne pas sous-estimer et qui peut s'avérer être l'un des plus efficaces à un coût relativement gérable, si j'ose dire, avec l'éducation à la fois des touristes sur leurs usages, mais également des professionnels et des décideurs publics, qui quand même sont ceux qui ont le fin mot de l'histoire, si j'ose dire. Voilà, j'espère que ça a été, désolé Non, pour cette contraction un peu rapide des informations. tu n'y es pour rien. Merci beaucoup, C'est ma Audrey. faute. Merci. Oui, c'est vrai, c'est ta faute, Il n'y Christophe. a pas de problème. Voilà, je vais arrêter le partage. Nous sommes navrés, nous avons donc pas mal débordé. J'arrête. C'est pas grave, nous avions commencé en retard pour attendre que tout le monde soit connecté. On peut, pour ceux qui sont encore dispo pendant 5 minutes, 5 minutes, prendre des questions. Juste, il y a une question dans le chat et ensuite je vous laisse la parole de Valérie Raymondino qui demande si cette présentation a été faite aux élus. Donc, Sophie, je te laisse répondre à cette question que beaucoup de personnes peuvent se poser. Non, non, non. Non, elle n'a pas été présentée. Elle a été présentée à l'occasion de la COP régionale qui s'est tenue au début du mois de juin. Le montant voté, c'est 10 800 sur un montant subventionnel de 13 500. Attention à vos micros, s'il vous plaît. Bonjour, moi j'ai une question, si c'est possible. Allez-y, allez-y. Merci beaucoup pour cette présentation passionnante et en même temps un peu anxiogène, hein, mais Tout à fait. bien sûr, c'est La l'état du monde. situation. Voilà, l'état de la situation, exactement. Moi, donc, c'est très intéressant sur le tourisme, sur le domaine agricole, etc. Juste au niveau de la culture, est-ce que vous avez pu chiffrer précisément, parce qu'on parlait, enfin, vous parliez tout à l'heure de, est-ce que les gens iront à Avignon, par exemple, en juillet? Nous, vous le savez, région Sud, terre de festival. Donc, pardon, moi, je suis chef du service cinéma et audiovisuel, mais au sein de la direction de la culture. Ma question, donc on a une quarantaine de festivals soutenus à la fois par le service de mes collègues de la création artistique et le nôtre. Est-ce que, enfin, voilà, on en a beaucoup qui se tiennent l'été. La question, c'est ça. Est-ce qu'il avait été chiffré le poids de la culture, enfin l'impact sur le secteur Sur de la les événements culture? culturels, effectivement, des estimations précises dans l'étude, il n'y en a pas. Mais Christophe, il me semble qu'au niveau européen, il y avait Ah, des travaux qui mesuraient l'impact sur le Alors, tourisme sous toutes ses ouais. formes, mais pas sur des événements culturels. En fait, on évoque, alors pas le culturel, c'est vrai que ce serait une étude intéressante, mais globalement, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu des estimations de à partir de quel moment les gens décrochent, à partir de quelle température. C'est-à-dire Oui. qu'en gros, pour un territoire, la température augmente, on devient attractif, les gens aiment bien le soleil, mais à un moment, il y a une bascule où ça devient intolérable, les gens viennent plus. Et il y a toujours l'espoir des ailes de saison. Alors, est-ce que c'est un espoir pieux? Parce qu'en fait, par exemple, pour les Français, on a un système scolaire qui est ce qu'il est, donc on sait qu'on ne pourra pas déplacer de façon infinie les choses en mai ou en octobre parce que bah, les gens ils seront au travail et leurs enfants seront à l'école. Il y a un endroit où ça a été chiffré, mais c'est une étude européenne. À partir de quel moment, quelque part, un territoire devient désattractif à cause de la chaleur? Avec en plus le fait qu'en France, on est globalement peu climatisé dans les infrastructures touristiques. Alors pour les nouveaux hôtels, oui, mais les anciens, tout le parc est globalement. Et ce qui est aussi un frein pour surtout les touristes, on va dire étrangers, même les touristes, hein. Maintenant, Ah oui. c'est un présupposé. Ok, ok, merci beaucoup. Et ce serait intéressant, il faut dire si ça vous intéresse, c'est Sophie qui gère les études. D'accord. Bon, Sophie, Vous pouvez reprendre contact avec moi, Mathilde, pas de souci. ça va. Merci. On a d'autres questions, n'hésitez pas. On peut encore prendre 5 minutes. C'est deux, non, pardon. Pas d'autres questions. Bon. Merci beaucoup à tous et merci à Sophie et ses collaborateurs de la TCI. Merci.
Merci, Merci merci à beaucoup. tous. Merci. Merci Merci pour beaucoup. ce point. Juste Merci, au revoir. juste préciser que d'autres webinaires auront lieu à partir de septembre. On vous enverra les invitations. Bonne journée. Voilà, bonne Merci, journée bonne quand même. journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.